Philippe Bobola, bonjour. Bonjour Euh, Pierre-Antoine. donc pour cette émission sur géopolitique profonde, nous allons traiter aujourd'hui des virus et autres ennemis invisibles. Donc c'est la première, enfin c'est une émission qui sera peut-être déclinée en plusieurs parties sur une thématique, eh bien comme tout le monde s'en est rendu compte depuis plusieurs années très importante dans la manière dont les populations sont gouvernées. Donc, commençons par l'actualité la plus brûlante. Donc, on nous parle d'un nouveau virus. Donc, déjà, pour commencer, pourquoi toute cette alerte? Finalement, qu'est-ce que réellement qu'un virus? Les virus sont des êtres microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. En 1925, on considérait que la taille d'un virus était entre 0,01 micromètre, le micromètre c'est le millionième de mètre, et 0,3 micromètre. Mhm. Maintenant, on estime que les virus ont une taille qui va de 10 nanomètres à 400 nanomètres, donc invisible à l'œil nu. Alors, c'est intéressant d'avoir une idée des tailles parce que quand on a vu avec le Covid-19 que des gens étaient persuadés que le masque les protégeait des éventuels postillons qui portaient une charge virale, bah souvent les mailles du masque étaient beaucoup plus grandes que le virus, donc il pouvait passer. Bon, il y a eu plein d'anecdotes. Je me souviens d'un libraire dans ma ville qui s'était complètement muré. Et je lui avais dit, ben, il pouvait passer par le haut, quoi. Il n'avait pas pensé que le virus pouvait passer par le haut. Alors, on va faire un petit rappel historique. Euh, les virus ont commencé à être étudiés sur les végétaux. Donc, Dimitri Ivanovski, euh, un Russe, c'est pas très bon en ce moment d'être russe, constate qu'il existe des virus chez les végétaux. J'en profite pour dire qu'il existe des virus chez les humains, chez les animaux, chez les insectes, chez les champignons. Donc, le monde viral prolifère. Et donc, lui, il constate qu'il existe des dégâts sur des plantes à cause d'un virus, le virus de la mosaïque du tabac, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des feuilles contaminées, il en fait un broyat. Il pense qu'il a isolé une toxine. Alors, on est dans les années 1880, allez, on va dire 96. Il faut dire que juste avant, en 1884, Charles Chamberlain, un collaborateur de Pasteur, a inventé une filtration à porcelaine. Et donc, ça lui permettait de filtrer les bactéries. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, une bactérie, c'est 10 fois plus gros qu'un virus en moyenne. Et les cellules, c'est à peu près 10 fois plus grosse qu'une bactérie. Voilà à peu près l'ordre de grandeur. Et donc, un dénommé Martinus Wilhelm Beijerinck, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend une feuille contaminée, il en fait un broyat et il isole ce qui était supposé être une toxine et il arrive à contaminer d'autres plantes. À Mhm. l'époque, on pense que ce sont plutôt des bactéries. D'ailleurs, c'est ce que pensait Ivanovski. Et lui, il dit, il y a tellement de dilution, parce qu'à chaque fois qu'on fait des broyats, on perd, c'est forcément une toxine. Et puis progressivement, on arrivait à l'idée de virus. Alors, les premiers virus ont été étudiés sur les plantes, chez les bovins, par exemple, Frédéric Laufer et Paul Frosch ont découvert le virus de la fièvre aphteuse du bétail, et puis à peu près en 1900, c'est la fameuse fièvre aphteuse. Alors, progressivement, le monde des virus est rentré dans la biologie, et il y a eu beaucoup de mal à comprendre cette contamination, finalement. Le premier, c'est un historien romain, Varron, qui lui avait compris que certaines eaux pestilentielles pouvaient véhiculer des particules virales qui contaminaient. Mhm. Alors,
On s'est rendu compte par la suite, on est en 1908, Ellerman et Bang s'aperçoivent que on peut isoler des virus chez le poulet et contaminer des poulets sains. Et donc, ça pose le problème, on verra, qui n'est pas encore complètement résolu, de la communication, la contamination interpersonnelle ou interanimalière. Mhm. Voilà. Je peux en dire deux mots déjà. On s'est rendu compte que la propagation se faisait trop vite pour qu'elle soit uniquement due à cette contamination de personne en personne. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs au début de la pandémie. On a vu une sorte de synchronisation des pandémies dans différents endroits alors que les distances étaient très grandes. Donc il fallait un certain temps et Oui. pour que les gens puissent voyager et se contaminer, surtout à l'époque où on voyageait en train ou à chevaux et on n'avait pas les moyens que nous avons. Donc ça Est-ce que, reste toujours un point d'interrogation. est-ce que ça veut dire que les humains ont en eux quelque chose qui viendrait interagir avec cette agression extérieure qui ferait que ça s'active Ben, disons que c'est polyfactoriel. mhm. Il y a une saisonnalité des virus, ce que tout Oui, le c'est monde sait, ça. ça dépend de la température, de l'humidité, du stress de l'individu. Quand on est stressé, on abaisse sa défense immunitaire. Donc, il n'y a pas un seul facteur, vous voyez, Mhm. qui intervient. Alors, par la suite, bah, on a commencé à mieux comprendre ces virus et puis on s'est rendu compte il pouvait même avoir des virus qui parasitaient, le mot est donné, parasiter, et les bactéries, on appelle ça des bactériophages, d'accord? Mhm. Et donc Frédéric Twort va le premier voir des virus des bactéries, puis par la suite, on va c'est Félix RL qui va véritablement mettre en évidence les bactériophages. Et puis après, il y a eu des progrès en microscopie. Par exemple, la microscopie électronique permet d'avoir un grossissement qui peut aller jusqu'à 100 000 à 1 million de fois. Donc, on pouvait voir ça. On a vu au niveau de l'épidémie du sida, la pandémie du sida, effectivement, la microscopie électronique a été une façon d'approcher. Et puis, par la suite, on a pu comprendre les éléments qui composaient un virus. On a pu, ce qu'on appelle les cristalliser, et en envoyant des rayons X dessus, bah, on avait une idée de la structure des virus. Voilà, en gros, les lignes. À partir des années 30, on considère que un virus, ça comporte un matériel génétique. On reviendra un petit peu sur les bases parce que pour beaucoup d'auditeurs, c'est des mots, mais on va essayer un petit peu de les simplifier. Je dirais, Mhm. j'aime pas le mot vulgariser parce qu'il y a le mot vulgaire. On va Oui, populariser. oui. Alors, comment on peut représenter un virus? Alors, j'en profite pour faire une parenthèse. Évidemment, il y aura forcément des questions sur les exosomes ou sur les microsimas. Donc, on va considérer que nous allons aborder classiquement la notion de virus et que ce n'est pas une émission qui est consacrée aux microsimas ou aux exosomes, même si ces approches sont intéressantes. Mais on va prendre l'arme de l'adversaire, si je puis dire, Mhm. la virologie classique, et essayer de voir comment ils envisagent les virus, quels sont leurs modes d'être, de penser et d'agir, parce qu'on pourrait presque parler d'une pensée Oui. dans le virus, sans faire Oui, parce que juste pour les la auditeurs, démission. enfin les spectateurs, on partira en conclusion d'émission sur une partie sur la virologie politique, en quelque sorte. Comment c'est Oui, employé, voilà, c'est un voilà. petit peu ça l'idée, quoi. Alors, Claude Chastel, qui fut un bon virologue, qui a fait sa carrière à l'Institut Pasteur, définissait ainsi un virus. Alors, c'est une définition qu'on va par la suite commenter. Un virus est un objet biologique particulier, subcellulaire, contenu à l'intérieur de la cellule, infectieux, doué de continuité génétique, c'est-à-dire il est capable de se reproduire, de grandes capacités évolutives et constitué de matériel génétique. On verra ADN ou ARN, on fera la différence. C'est ce qu'on appelle un parasite obligatoire. Pour pouvoir se répliquer, il a besoin de cellules vivantes et pour cela, il va parasiter
profondément et ou durablement les cellules qui l'infectent. Donc, un parasite obligatoire, ça veut dire qu'il n'est pas autonome pour pouvoir se reproduire. Alors, souvent, les biologistes se sont posé la question, est-ce qu'un virus est vraiment vivant? Mm. Alors, pourquoi on se pose cette question? Parce qu'en cybernétique, une science qui a été introduite par Norbert Wiener, c'est lui qui a posé les bases, on dit que tout être vivant doit être capable d'auto-organisation. Donc, il est capable de s'organiser par lui-même, il n'y a pas besoin d'un chef d'entreprise, d'auto-régulation, d'auto-reproduction et d'auto-conservation. Ce qui est Mhm. important, c'est le mot auto. Là, un virus, il a besoin d'une cellule qui l'infecte pour pouvoir se reproduire. Alors, ça m'amène à introduire, c'est quoi une cellule? Ben, c'est un petit univers entouré d'une membrane. Alors, une membrane, c'est ce qui permet à la cellule, c'est très intéressant, on va faire un parallèle avec la société, la géopolitique, de séparer l'extérieur de l'intérieur. Généralement, les êtres vivants sont constitués de molécules qu'on appelle des biomolécules, qui sont les protéines. Alors, une protéine, elle est faite d'un ensemble d'acides aminés liés les uns aux autres. On pourrait comparer ça à un collier de perles, vous voyez? Alors évidemment, les acides aminés sont liés par des liaisons qu'on appelle des liaisons peptidiques et l'enchaînement linéaire de ces acides aminés forme une protéine qui aura, en plus d'avoir une structure linéaire, ce qu'on appelle la structure primaire, une forme dans l'espace à 3 dimensions. Ensuite, vous avez les glucides qu'on appelle aussi les sucres. Et vous avez les acides gras qu'on appelle les lipides. Donc une membrane, elle est faite principalement de phospholipides, c'est-à-dire des acides gras phosphorés, de protéines, et d'une molécule qui est particulièrement sous les feux des projecteurs en médecine allopathique, le cholestérol. Alors, à quoi ça sert une membrane? Ben, ça sert à permettre une sélection de ce qui rentre et ce qui sort d'une cellule. On dit que la membrane est semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle rentre, elle laisse rentrer les éléments qui lui sont nécessaires et ça permet aussi à la cellule de se débarrasser de ses déchets. À l'intérieur, il y a une espèce de gel qu'on appelle le cytoplasme avec des petits organes qu'on appelle des organites. Généralement, dans les cellules animales ou végétales qu'on appelle eucaryotes, karyos, ça veut dire le noyau, vous avez un matériel génétique. Pour nous, c'est l'ADN qui a une forme en double hélice. Alors, les virus peuvent avoir eux aussi un ADN simple brun ou double brun, mais il existe une autre molécule qu'on appelle l'ARN. Alors, si on se focalise sur le noyau, alors je fais abstraction des autres organites, évidemment, tout ça est auto-régulé et auto-organisé. Les cellules sont capables de se diviser pour les cellules évidemment somatiques, c'est-à-dire qu'une cellule mère va donner 2 cellules filles. Et il faut qu'il y ait un partage équitable du matériel génétique, l'ADN, de la molécule mère. Et donc, euh, ce partage équitable, c'est à l'origine de la vie. Alors, quand l'ADN une molécule d'ADN mère mais donne 2 molécules d'ADN fille, on appelle ça la réplication. Et donc, il y a une information génétique, c'est le terme utilisé, qui va permettre à la cellule de fabriquer notamment ses protéines. Et pour fabriquer ces protéines, il faut que l'ADN se transforme en ARN messager. Alors, l'ADN est un double brin qui a une forme en double hélice. L'ARN messager est simple brin. Il va sortir du noyau. Le noyau est entouré d'une membrane avec des pores et aller retrouver un organite qui s'appelle le ribosome. Et le ribosome va se déplacer le long de cet ARN messager comme une tête de lecture d'un magnétophone. Et à ce moment-là, ça va permettre la construction d'une protéine. Et donc, on résume les étapes essentielles qu'on utilisera. L'ADN est capable de se répliquer, c'est-à-dire qu'une molécule d'ADN mère est capable de donner 2 molécules d'ADN fille. Une molécule d'ADN est capable de se transcrire. La transcription, c'est la transformation de l'ADN en ARN messager. On passe d'un double brin à un simple brin. Messager, ça veut dire qu'il porte un message. Et lorsque le ribosome lit
ce qui est inscrit en termes d'informations génétiques sur l'ARN messager, ça se fait en dehors du noyau, ça s'appelle la traduction ou la synthèse des protéines. Alors, les virus sont soit des virus à ADN ou des virus à ARN. D'accord? Alors, la structure d'un virus est la suivante. Il y a donc un ADN, simple brin, ou plusieurs brins, on appelle ça fragmenté, des fragments d'ADN ou d'ARN, dans une sorte de structure qu'on appelle une capside, qui a une forme presque cristalline. Et puis, le tout peut être entouré d'un manteau qu'on appelle péplos. D'ailleurs, ça a donné le terme péplum, les, les films romains. Donc, c'est un petit peu un exercice d'imagination. On a euh, un manteau Mhm. qui entoure une capside avec un matériel génétique à l'intérieur qui peut être soit de l'ADN, on parlera de virus à ADN, ou de l'ARN, de virus à ARN ou rétrovirus. Alors, comment le parasitage va se faire? Alors, le virus va, comment dirais-je, sélectionner certaines cellules dites permissibles ou permissives. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui vont pouvoir parasiter certaines cellules. Par exemple, on sait que dans le cas du Covid-19, on pouvait parasiter les cellules qui constituent le système circulatoire, les cellules pulmonaires, l'intestin, etc. Il y avait un certain nombre de cellules dites permissives. Alors, le virus n'a pas toujours un manteau, il peut être sans manteau, il faut le savoir. Mais si on prend un virus avec un manteau, il est entouré d'une membrane qui Mhm. a la même caractéristique que les membranes de la cellule. Donc, il va y avoir une adhésion. Et comme une clé qui va entrer dans une serrure, le manteau a des protéines. Dans le cas du Covid-19, c'est la protéine spike, la fameuse protéine spike. Et donc, à ce moment-là, elle va se fixer sur un récepteur. Quand la fixation se fait, eh ben, il y a une entrée dans la cellule, d'accord? Et puis après, eh bien, le virus, il doit se débarrasser de sa capside. Quand il s'est débarrassé de sa capside, bah, il libère soit un ADN, soit un ARN. Si c'est un ARN, eh ben, il peut utiliser les ribosomes et produire les protéines qui le constituent et retrouver sa constitution initiale, mais avec un grand nombre de copies, ce qui fait qu'il va épuiser la cellule. En fin de compte, c'est un peu comme en économie capitaliste, on détourne euh, le fonctionnement génétique d'une cellule parasitée pour la forcer à produire son ennemi en quelque sorte. Mhm. C'est ça un parasite. C'est-à-dire, au bout d'un moment, bah, il parasite tellement la cellule qu'il finit par la tuer. Par La l'épuiser. cellule, en mourant, bah, va libérer ce qu'on appelle les virions. Alors, on fait une différence entre virion et virus. Virus, c'est toutes les étapes qui permettent au virion de pouvoir se reproduire. Et puis le virion, c'est la particule virale. Mhm. Alors, si D'accord. effectivement on a un virus ARN, il faut qu'il se transforme de l'ARN viral en ADN viral. C'est le cas du virus du sida. Il y a besoin d'une enzyme qu'on appelle la transcriptase réverse que le virus a. Et donc, il va transformer l'ARN viral en ADN viral et s'insérer dans l'ADN de la cellule parasitée. Et le Donc c'est but est toujours une... le même, c'est arriver à multiplier en grand nombre les copies du virus de départ et de tuer la cellule. La cellule, en mourant, bah, libère plein de particules virales qui Ouais. elles-mêmes vont à nouveau parasiter, etc., etc. Alors, les étapes, on va les résumer. Il y a d'abord l'adhésion, la pénétration à l'intérieur de la cellule, la décapsidation, c'est-à-dire la perte de la capside, la libération du matériel génétique, la réplication du génome viral ou du matériel Mhm. génétique viral, ADN viral ou ARN viral. Et ensuite, il va y avoir la biosynthèse des protéines virales, l'auto-assemblage, la morphogénèse, la réencapsulation, et puis après, la libération pour que le virus puisse à nouveau parasiter d'autres cellules. Donc, Mhm. voilà. Alors, c'est bien différent de la symbiose.
Puisque en écologie, on a la symbiose où deux entités biologiques A et B mettent en commun leurs atouts et complètent mutuellement leurs incomplétudes ou leurs déficiences. Dans le parasitisme, le virus va complètement vampiriser la cellule parasitée et finir par la tuer. Voilà. Et puis après, vous avez des intermédiaires, le commensalisme, où on va avoir différentes entités qui vont partager et s'aider mutuellement, mais c'est moins fort que la symbiose. Et le mutualisme, effectivement, où bah, il y a un peu une opportunité de partager. Voilà. Mais la forme la plus opposée à la symbiose, c'est le parasitisme. Mhm. Voilà. Intéressant. Alors, l'économie capitaliste est presque, on pourrait la qualifier de parasitaire, puisque finalement, elle pénètre dans un pays, c'est le FMI, et Ah puis on oui. finit par parasiter le pays qu'on est supposé aider et on finit par le tuer. Alors, comme je l'ai dit, le virus est un parasite obligatoire, et pour ceux qui aiment la symbolique, c'est vrai que d'avoir, dans cette période où on veut nous imposer la révolution industrielle 4.0, avoir un ennemi, le Covid-19, qui est un parasite obligatoire avec une société parasitaire, je trouvais que le parallélisme était assez parlant. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.